Au loin, l'île de Monte Cristo, que l'on aperçoit par beau temps depuis le petit village corse de Serviole. D'ici, on surplombe la seule région plate de Corse où l'on peut cultiver le célèbre fruit insulaire, la clémentine. Une plaine restée incultivable jusqu'aux années 50, insalubre, peuplée de moustiques vecteurs de la malaria. Il faudra attendre l'installation de drainage et une campagne massive de démoustication pour que l'on puisse planter les centaines d'hectares de clémentiniers que l'on retrouve encore aujourd'hui. La clémentine corse a donc une histoire insolite, mais elle a surtout une autre particularité que l'on remarque en un coup d'œil dans les rayons. Elle est vendue avec ses feuilles. C'est un gage de fraîcheur. Et oui, parce que ça prouve que cette feuille, elle est ramassée maintenant. Dans quelques jours, elle est dans les étals avec la même feuille. Donc la proportion de feuilles, il faut qu'on soit aux alentours de 30%. Voilà, dans une cagette, dans un palot, enfin sur un échantillon, pour être bien dans l'IGP, pour correspondre aux critères de l'IGP. Dans la famille Bessy, on en est à la 3e génération d'agrumiculteurs. Et ici, on travaille avec une indication géographique protégée, une IGP créée en 2007. Un label avec des critères très précis. Et quand c'est haut là-bas, tu ne tires pas trop la branche quand même si jamais tu prends le chêne. Hein. Dès que moins de 20% de verre sur une clémentine, on peut déclencher son ramassage. Ensuite, il se fait une analyse pré-récolte, parce que pour l'IGP, c'est obligatoire, qui va déterminer l'acidité, le sucre, donc le taux de jus, le volume de jus, et bien sûr la coloration. Et c'est ça qui va nous déclencher notre récolte, nous autoriser à rentrer dans le bloc fruitier, dans la parcelle pour ramasser. Reste encore un critère, la facilité d'épluchage. Elle est bonne. Hein. Bon, ici, là, je pense que... La récolte des clémentines insulaires dure d'octobre à fin janvier. Durant la saison, ce seront plus de 35 000 tonnes qui seront triées, calibrées, avant de faire le voyage vers le consommateur. Car il faut faire vite pour garantir la fraîcheur de ce fruit. Elles prennent le bateau ce soir, donc demain matin, elles sont sur le continent. Et ensuite, elles sont dispatchées dans les plateformes des grandes distributions. Donc pour arriver, il y a maximum une semaine à peu près entre la récolte et l'achat par le consommateur. On en sait déjà un peu plus sur le parcours de notre clémentine. Reste encore une question. Pourquoi se nomme-t-elle clémentine? Pour le savoir, prenons la route d'Aleria. Direction le centre de recherche de l'INRAE à San Giuliano. Pour rencontrer François Lureau, chercheur et véritable historien des agrumes. C'est une origine un peu divine, presque. Enfin, ça vient du Père Clément. Le Père Clément qui était le moine qui gérait l'orphelinat, pas l'orphelinat, mais les jardins de l'orphelinat de Messerguine, pas loin d'Oran, en Algérie. Et ce moine donc, a sélectionné un plant quand il a semé des pépins de mandarines et a gardé un arbre qui était différent des mandarines et qui se trouve être appelé par la suite, hein, en hommage aux découvreurs. Clémentinier pour l'arbre et clémentine pour le fruit. Voilà. Donc on doit ça à un moine nommé Père Clément. Mais si la clémentine a gentiment remplacé la mandarine dans le cœur des consommateurs, ce n'est pas forcément parce que ce fruit est béni des dieux. C'est surtout car il n'a pas de pépins. Ce fruit, créé par hasard par un ecclésiastique, s'est bien acclimaté sur l'île de Beauté, grâce surtout au climat très particulier pour une île méditerranéenne. Ici, chaque année, la mer côtoie facilement la neige des montagnes. C'est-à-dire à partir du fin d'octobre, début novembre, quand les températures commencent à diminuer,
surtout les températures nocturnes. Cette diminution de température qui avoisine à peu près les 11 degrés va initier la décoloration de la clémentine. Et cette température-là va commencer à dégrader la couleur verte et laisser apparaître la couleur orange en fait, de la clémentine. Ça se fait naturellement. Ce changement de couleur se fait donc naturellement en Corse, mais ce n'est pas forcément le cas partout. Direction l'Espagne, plus grand producteur d'agrumes d'Europe, avec 2 millions de tonnes récoltées chaque année, soit 100 fois plus que la Corse. Ici, à 40 km au nord de Valencia, les faibles variations de température entre le jour et la nuit ne permettent pas d'obtenir de manière naturelle cette belle couleur orange si prisée par les consommateurs. Seule solution ici, les déverdir artificiellement. Depuis des décennies, on utilise ici un système surprenant pour s'occuper de l'esthétique de nos agrumes. Ça, c'est une chambre de déverdissement. Ici, on déverdit des fruits de la variété Hernandina. Ces fruits viennent d'être récoltés aujourd'hui. Regardez dans les caisses, il y a des fruits verts et d'autres oranges. Afin de rendre toutes les clémentines ibériques bien oranges, on diffuse ici un gaz d'origine naturelle, de l'éthylène, dans une pièce à 20 degrés et avec un taux d'humidité très stable. Il faudra 3 à 5 jours pour que l'éthylène dégrade la chlorophylle de la peau et fasse ressortir la pigmentation orange de nos fruits. Un processus sans danger pour les consommateurs selon tous les spécialistes, mais modifier la couleur artificiellement d'un agrume, est-ce que ça change le goût ? Ces fruits sont de 2 couleurs différentes. Il y en a des oranges, parfaits pour la vente, et d'autres qui sont verts. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un goût différent. Si on testait ces 2 clémentines, elles auraient certainement le même taux de sucre ou d'acidité, et donc le même goût. Mais si ça ne change rien au goût, pourquoi les déverdir ? C'est la demande de nos clients. Le marché veut des clémentines et des oranges avec une couleur orange. C'est la demande des supermarchés français et suisses pour lesquels on travaille. En Espagne, un peu de vert sur le fruit, ce n'est pas un problème. Mais dans le reste de l'Europe, on veut du orange que du orange. Donc on doit utiliser du gaz pour montrer qu'ils sont mûrs. Quittons l'Espagne, retour sur l'île de Beauté, pour savoir si en dehors de la couleur, il existe une véritable différence entre une clémentine corse et une espagnole. Retour à San Julián, auprès de nos scientifiques de l'INRAE. Je ne dirais pas qu'elle est meilleure, en tout cas, en fait, elle a plus d'acidité que la clémentine espagnole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la température va jouer sur la baisse de cette acidité-là. Et on a en fait une acidité qui est plus élevée en Corse parce que les températures sont moindres que plus basses qu'en Espagne. Et les hautes températures vont faire l'inverse, c'est-à-dire elles vont augmenter la teneur en sucre et diminuer cette acidité. Donc on aura plutôt, on va dire, des clémentines espagnoles moins acides et plus sucrées. Et en Corse, elles seront un peu plus acides et un peu moins sucrées. Voilà, je vous invite à goûter. Depuis plusieurs années, nous sommes de plus en plus nombreux en Suisse à avoir pris l'habitude d'éplucher cette clémentine corse. Mais avec le dérèglement climatique, nos habitudes risquent d'être totalement chamboulées, comme nous le confirme Laurent Julia, spécialiste en création végétale. En fait, on a les périodes de récolte qui évoluent. C'est un peu comme le vin, les vendanges pour le vin. On entend toujours qu'on vendange de plus en plus tôt. Les agrumes, c'est pareil. On les récolte en fait de plus en plus tôt. Et ça devient difficile en fait d'avoir la clémentine qui était récoltée jusqu'à mi-janvier. C'est de plus en plus difficile d'avoir de la clémentine pour début janvier. Sa période de récolte se raccourcit et devient de plus en plus courte. Et comme en Corse, l'IGP garantit un certain niveau d'acidité de sucre, ça fait que pour respecter ces niveaux d'acidité de sucre, il faut récolter de plus en plus tôt. Pour garantir dans le futur que les agrumiculteurs corses puissent encore récolter des clémentines fin décembre et début janvier, seule solution,
développer une variété plus tardive. Et pour faire une sélection végétale de qualité, ce centre de recherche a une grande chance. Il possède un trésor exceptionnel. Une des plus grandes collections d'agrumes au monde. Plus de 1000 agrumes référencés ici, dont plus de 200 variétés de mandariniers différents, dans lequel ces scientifiques pourront puiser pour leur nouvelle création. Mais créer une nouvelle variété est un processus long qui commence toujours par de multiples croisements en partant de la fleur. On passe ensuite, comme pour tous les agrumes cultivés au monde, à la technique essentielle du greffage. Mais ce qui prend le plus de temps avec les agrumes, c'est que ce sont des arbres. Donc, pour pouvoir récolter les premiers fruits et les déguster, il faudra attendre des années. Mais ça y est, en Corse, pour notre future variété tardive, on a fini la phase de test. Laurent Julia nous emmène quelques kilomètres plus au sud pour voir les premiers arbres en production de cette nouvelle variété tardive. Alors là, on va aller voir les nouvelles variétés qu'on teste chez les producteurs directement. Donc voilà, donc ici on a 15 arbres d'une même variété qu'on teste chez ce producteur. Et alors vous serez même les premiers testeurs pour nous dire ce que vous en pensez sur la qualité du fruit, parce qu'on va faire des tests aussi consommateurs. On va la goûter. C'est acide par rapport à... Voilà. C'est encore acide parce qu'on est encore un peu précoce sur cette variété. On pense que la meilleure période pour la qualité du fruit, ça va être février. Après des années de sélection, la récompense est enfin à portée de main. Donc là, on est en 2025 et il y a des premiers vergers qui sont plantés. Donc voilà, entre 2002 et 2025, il y a plus de 20-25 ans qui sont plantés. Puis il va falloir encore attendre 5 ans pour avoir les premières productions et les voir éventuellement sur le marché. Donc il faut dire, pour créer une variété, il faut avoir entre 25 et 30 ans, entre le moment où on fait le croisement et le moment où on trouve des fruits sur les étalages. Tonight, Florida's citrus industry is fighting for its life. And the Some rising farmers tell cost us of they groceries, fear fruit and vegetable prices went up 5%. Panique dans le monde des producteurs d'oranges. Depuis quelques années, une maladie attaque et tue les orangers dans plusieurs régions du monde. Première impactée, la Floride, un État où l'on produit depuis des décennies de grandes quantités de jus d'orange que l'on retrouve dans les rayons de nos supermarchés. Mais c'est quoi cette maladie avec un nom si étrange, voire même maléfique, la maladie du dragon jaune, ou HLB? La maladie du Huang Longbing, ou HLB, en anglais citrus greening, est une maladie qui est connue depuis 1920 et qui provient de Chine. Les premières caractérisations se sont faites à cette époque-là, et la maladie est restée pendant des années en Asie. Et depuis une vingtaine d'années, cette maladie s'est développée très fortement dans le monde, aux Amériques, mais également en Afrique. Et cette maladie des agrumes entraîne la mort des arbres, et donc un changement très important sur toute l'agrumiculture mondiale. From Florida, a powerhouse of vitamin C. I'm Flora, the Florida orange, and I'm loaded with vitamin C. Canned Florida orange. Si vous pensez à la Floride, vous avez en tête la plaque minéralogique floridienne avec ces deux oranges et ce bouquet de fleurs. Aujourd'hui, l'agrumiculture floridienne est à terre. On estime que 90% des productions d'orangers ont chuté. Donc aujourd'hui, on a un pan entier de l'agrumiculture des États-Unis qui n'existe plus. Mais comment se propage cette maladie? Petite explication par le CIRAD, Centre de recherche agronomique de développement durable, région tropicale et méditerranéenne, qui a publié cette BD éducative. Le vecteur de la maladie, c'est ce petit insecte piqueur, un psylle, qui, s'il est infecté par la bactérie tueuse, la transmet directement à l'intérieur de la feuille.
Ses feuilles, petit à petit, sont obstruées et plus rien ne circule dans l'arbre qui meurt en quelques mois. En Floride, pour contrer la maladie, on a pris des mesures radicales en injectant directement dans les arbres un antibiotique, la spectromycine ou l'oxytétracycline, entre autres. Des antibiotiques normalement réservés à la médecine humaine pour traiter des infections pulmonaires comme la tuberculose ou encore divers staphylocoques. Une utilisation en agriculture végétale qui a scandalisé les milieux médicaux aux États-Unis. La peur de ces milieux, un renforcement de la résistance humaine aux antibiotiques. Mais l'autorisation d'utilisation a quand même été accordée en 2018 par le président de l'époque. C'est une piste de recherche, mais qui semble, à mon avis, illusoire de pouvoir être utilisée dans la mesure où elle est peu effective. Les résultats, les premières informations que l'on a, c'est qu'on va avoir des nécroses au niveau de l'arbre quand on fait les injections d'antibiotiques. Et au final, aussi, vous avez ce questionnement pour le consommateur, qui a le droit de savoir ce qu'on lui propose. Et des antibiotiques potentiellement en quantité dans les fruits, c'est quelque chose de problématique. Après la Floride, c'est au tour du Brésil, plus gros producteur de jus d'orange au monde, d'être impacté. Ici, pas d'antibiotiques, mais un emploi massif d'insecticides avec des traitements chimiques carrément chaque semaine. Le but, détruire le plus d'insectes vecteurs de la maladie. Une pratique qui a fonctionné pendant plusieurs années. Mais il y a peu de temps, tout a dérapé. Au cours de l'année passée, le taux d'infection est passé de 15-20% à 30, voire 40%. On est à 40-42% aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de maintenir le taux d'infection relativement bas. Ça veut dire que les pesticides ne sont plus efficaces. Et donc, il y a de la résistance qui s'est mise en place au niveau des psylles, qui continue de se développer et d'infecter les parcelles. Même si la production brésilienne a fortement baissé ces derniers mois, ce pays reste encore notre principal fournisseur de jus d'orange. Un seul continent est encore épargné par cette maladie. C'est l'Europe. Mais pour combien de temps encore ? Ici, en Espagne, principal producteur d'oranges à jus de notre continent, l'inquiétude monte. Toute la filière est en état d'alerte. Les premiers psylles, ces insectes vecteurs de la maladie, sont apparus récemment dans le bassin méditerranéen. Pour le moment, ils ne sont pas porteurs de la bactérie, mais pour combien de temps encore ? Vu le peu de résultats des méthodes employées aux Amériques, les chercheurs européens ont choisi une approche alternative plus traditionnelle. Quand on est confronté à une nouvelle maladie chez les agrumes, en général, on cherche d'abord s'il y a un greffon résistant. Chose pas si facile à trouver, car dans la famille des orangers, la diversité génétique n'est pas si grande. Comme nous l'explique cet expert international de création végétale, de passage au Jardin botanique de Genève. Une orange, c'est des rencontres entre mandarine et pamplemousse, mandarine ancestrale et pamplemousse ancestraux. Ça fait des hybrides, et ces hybrides se recroisent entre eux, et ça donne de l'orange. Et ça, il y a à peu près 3000 ans. Alors, il y a un système de reproduction qui est très particulier, qui fait que d'un pépin d'oranger, on peut avoir un oranger identique à la mère. C'est un truc incroyable, il n'y a pas besoin de père. Donc 96% des cas, c'est comme ça. Et ça a permis pendant 3000 ans d'avoir des oranges qui se reproduisent de manière à l'identique, avec des petites mutations près, des petits accidents qui font qu'on a eu des oranges sanguines, des oranges en pépins, des oranges à jus, etc., qui ont fait une diversité dans les oranges, mais c'est le même patrimoine génétique. C'est dans une autre famille, beaucoup plus rustique, le Citrus caviar, que l'on a enfin trouvé le gène si convoité. Alors récemment, en 2019, on a découvert qu'il y avait des agrumes qui étaient résistants au HLB. Ce sont les agrumes australiens, les Microcitrus australis australasica, ainsi que Eremocitrus glauca, sont résistants au HLB. On a ce patrimoine génétique qui est résistant naturellement, et on essaye de l'exploiter au maximum et de faire en sorte que, en faisant des croisements à répétition,
on va, ce qu'on appelle introgresser, récupérer les gènes d'intérêt, de résistance à cette maladie, à les mettre dans un fond génétique de type mandarine, pomelo, citron. Donc ça, c'est notre futur. On travaille là-dessus. Et c'est ici, à nouveau en Corse, au centre de création végétale de l'INRAE, que l'équipe de Yann Fröhlicher travaille sur ce citrus caviar. Ici, on n'a pas attendu de découvrir qu'il soit résistant à la maladie pour s'y intéresser. Des croisements avec des citrus caviar, on en fait depuis des années, un peu par hasard. On fait des croisements avec les citrons caviar pour plaire à la gastronomie, pour faire de nouveaux produits et essayer de croiser ces citrons caviar qui n'ont jamais été mélangés avec d'autres agrumes. Et après coup, on s'est rendu compte que c'est là-dedans qu'on a de la résistance. Donc on a pris un peu de l'avance sur le HLB et on a maintenant des populations de citrons caviar croisés avec d'autres oranges mandarines qui pourront servir pour créer ensuite des nouvelles variétés résistantes au HLB. Et le premier test grandeur nature semble très encourageant. Alors là, on est sur un hybride entre microcitrus, donc le citron caviar, et des mandarines, dans le but de créer en fait des mandarines tolérantes au HLB. Donc comme on peut voir le feuillage, on se rapproche quand même du citron caviar, donc cette feuille assez petite, mais quand on voit le fruit, on voit quand même, déjà on a la couleur de la mandarine, on voit aussi qu'on a la forme, et on va voir la surprise à l'intérieur, on va l'ouvrir, pour voir à quoi il ressemble. Et quand on l'ouvre, ben là, on commence quand même à se rapprocher de la mandarine avec ses différents quartiers. Mais pour passer de cette mandarine acide à des oranges à jus résistants à la maladie du dragon jaune, il faudra encore plusieurs années. En attendant, le prix du jus d'orange, lui, va continuer d'augmenter.